Michel Bessa qui a écrit, peut-être que je vous donne la parole, si vous pouvez ouvrir votre micro, comme ça on prend une question maintenant. Je sais pas oui. Allez-y, voilà, on vous entend très bien. Bonjour. Parfait. Vous entendez donc Michel Bessière, donc moi je suis un vieux monsieur retraité, mais qui a vécu dans ce milieu de l'ESR et qui suit ça d'assez près. Et j'avoue que tout ce qu'a dit Eric me va parfaitement. Je prône, moi, on arrête la dualité ce système classe préparatoire grandes écoles, qu'on mette les grandes écoles qui ont leur particularité vraiment au sein des universités, pas comme on a fait à Saclay. Moi, je viens du plateau de Saclay, donc j'ai suivi toute cette affaire, et là, c'est une vaste fumisterie. Elles gardent leur PNJ, elles font ce qu'elles veulent, elles ne sont pas du tout dans l'université, elles font ce qu'elles veulent. Donc moi, je suis pour mettre les grandes écoles comme des graduate schools, et pourquoi pas aller vers ce qui a été lancé sous forme d'appel à projet il y a 4-5 ans, les EUR, Écoles universitaires de recherche. Donc les grandes écoles pourraient diplômer au niveau master, on va appeler ça ingénieur parce qu'on est en France, mais à l'étranger, c'est des masters. Et puis après, avec des doctorats, c'est pour ceux qui veulent continuer. Et arrêter les CPGE dans les lycées, qui nous coûtent la peau du cul. On est capable de sélectionner les gens. J'ai bien aimé ce qu'a dit Eric, on ne peut pas. L'université, ça ne doit pas être open bar. Il faut pouvoir sélectionner. C'est pas la voiture balai. On n'est pas pris quelque part. Ah ben l'université doit vous prendre obligatoirement. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. Voilà. Donc ça, c'est ma position que je défends déjà depuis quelques années. Voilà, j'ai déjà écrit plusieurs fois ces choses-là sur les réseaux sociaux et j'en discute dans certains partis politiques. Mais c'est pas facile parce qu'on est un peu à contre-courant et le lobby des grandes écoles et surtout des CPGE est très fort. Dans les grandes écoles, on arrive à discuter avec certains qui sont prêts peut-être à franchir ce pas. Mais quand même, dernière remarque, notre système CPGE grandes écoles n'est pas adossé au LMD, puisqu'il est 2 plus 3. Alors, on a signé Bologne, on va être dans le 3 plus 2. Bon, c'est pas très très grave, mais quand même. Voilà, j'arrêterai là. Merci. Non, ça correspond. Après s'il y a cette discussion sur une vraie intégration des écoles dans l'université, c'est qu'avec les disciplines identiques ou les structures identiques, il y ait d'abord une discussion, ça on est capable, on est en gestion, donc on sait qu'il peut y avoir des projets de fusion ou d'association, donc comment c'est discuté, donc voilà, aujourd'hui ça n'a pas été discuté, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que les écoles ont le pied sur le frein, y compris les écoles publiques d'ingénieurs, hein, elles ont le pied sur le frein, pour une raison, qui n'était pas l'ordre du jour d'aujourd'hui, mais qui est la catastrophe de la gouvernance universitaire. Je réitère mes propos. Dans le mode et on le voit sur une autre université en ce moment, dans le mode par exemple d'élection ou de désignation de certains doyens, est décidé par le central. Donc ça s'appelle une centralisation à outrance, et ce mode d'organisation est le seul qui a été développé depuis 10 ou 15 ans par les universités. La centralisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde fonctionne exactement pareil, selon un système facultaire, avec si possible pas d'école interne qui pourrait avoir quelques velléités d'originalité particulière. Pour les matières à concurrence, c'est juste un désastre. Voilà. Donc ces écoles l'ont très bien compris, y compris les écoles d'ingénieurs, et ne veulent pas subir la gouvernance universitaire classique que l'on peut voir dans certains endroits avec des administrations provisoires pendant 4, 5, 6 mois, pas d'élection de président, pas d'accord sur les modes électifs, enfin bon, voilà. Bon, on connaît bien. Voilà, donc ça, face à un monde concurrentiel, c'est un désastre. Si on était tranquille tout seul à le faire comme on veut, on perdrait un peu de temps, quelques étudiants en subiraient un peu les conséquences, ce serait pas si grave finalement. Or, dans un système concurrentiel, c'est dramatique parce que pendant ce temps-là, les autres avancent et ils avancent pour être tête de gondole versus
voiture-balai. Donc, moi, je l'ai vécu, ça a été mon sujet de président du réseau des IAE. Vous avez sur 38 IAE, si vous avez, allez, tout mouillé, une dizaine d'IAE en France, dont l'IAE de Paris, qui est lui aussi un peu à part, on arrive à pouvoir travailler avec des gouvernances qui ont bien compris les enjeux par rapport à ce secteur privé. Bizarrement, si vous regardez ceux qui ont le plus de succès, qui sont le plus attractifs, c'est celle-là. Ceux à qui on fait faire le même système que la fac de maths, ça galère, quoi. Ça galère, et les étudiants, j'ai des cas bien précis, les étudiants, ils traversent la rue, et vous avez en Master 1 dans l'école de commerce, 70% de gens qui viennent de l'université. Et ça, personne ne dit rien. Si moi je le dis, je me fais engueuler en général. Et personne ne dit rien. On trouve ça normal. Mais non, ça l'est pas. Si c'est avéré, en plus c'est avéré, c'est des chiffres, c'est pas juste une idée, c'est des chiffres. Regardez où les gens vont au sortir des BUT ou au sortir de certaines licences. Les gens, ils partent. Les gens, ils veulent partir vers les écoles. Donc, autant qu'on crée, oui, les écoles à l'intérieur des universités, et qu'il y ait des écoles à l'intérieur de l'université. Mais une école, elle a peut-être besoin d'une com un peu spécifique. Moi, je suis arrivé un jour dans une réunion où j'étais invité. La présidence de l'université enlevait les flyers et les kakémonos de l'IM. Et il y avait marqué université dessus, il n'y a pas marqué qu'il y a eux machin. Non, mais, vous imaginez, je me suis barré. Le président, je suis rentré chez moi. Je lui ai dit, mais non, vous en êtes là, donc c'est même pas la peine que je vienne dire quelque chose. Vous en êtes à ça? Donc non, mais c'est bon, on n'a pas compris. Oui, et il y avait une école moribonde, quasi disparue, d'un vieux truc, qui renaît de ses cendres. Oui. Je suis parti de mon université à Bordeaux pour ces raisons. À l'époque, il y avait 1600 étudiants dans l'IAE et 2500 à l'école. Aujourd'hui, il y a 1400 étudiants à l'IAE et 8000 à l'école. Si on a envie de faire comme ça, mais à ce moment-là, qu'on le dise, c'est qu'on arrête de dire, ah non, mais l'excellence, machin, etc., c'est important. Et puis, les résultats. Enfin, moi, je suis en finance, les chiffres, hein, je veux dire, c'est pas un fantasme, quoi. Je veux dire, donc, je suis attaché au Sud-Ouest, j'avais rien pour venir à Paris, hein. Donc, ouais. Et l'autre jour, j'ai fait un cours à Bordeaux, il y avait des étudiants, je lui dis, c'est des étudiants, ça? Il me dit, non, c'est des étudiants de l'université, maintenant, c'est l'université qui attribue les salles, y compris à l'IAE. Sur le site qu'on a fait construire quand j'étais aux affaires, il y a 15 ans à l'IAE. C'est l'université. Bon, très bien. Donc, pas d'identité, pas de BDE, pas d'échange avec les étudiants, enfin bon, pas grave. Ça, après, on reviendra de toute façon sur les perspectives universitaires de la question versus IAE, etc. Peut-être après, notamment dans le cadre de Paris-Saclay. Mais c'est vrai que tout dépend aussi des moyens des différentes universités. Je pense que quand on est comme l'université Paris-Saclay, par exemple, on doit pouvoir dégager les moyens pour avoir une expérience étudiante qui soit suffisamment de haut niveau pour justement ne pas subir ce type de concurrence entre guillemets un peu déloyale. Mais non, mais après, je veux dire, moi ce qui me va pas, c'est qu'on assume une position. Si on dit en gestion, et c'est l'occasion de beaucoup faire du privé, au moins on est au courant. On fera plus de recherches, on fera moins de cours, on ne cherchera pas à se mettre à plus de 20% dans les salles parce qu'il y a des gens qui veulent venir, on n'y passera pas un temps infini, on ne sera pas dans la frustration de faire moins de recherches, etc. Moi, si on me dit non, c'est pas l'objectif, vous prendrez ce qui reste pour faire votre service, bon, ça va pas m'aller, mais bon, je suis pragmatique, il me reste 8 ans, je vais tenir 8 ans, et puis je vais faire de la recherche et faire autre chose, quoi. Je veux dire, non, mais qu'on me le dise, quoi. C'est que ce soit affiché, mais évidemment, comme il n'y a pas très courageux, les gens ne l'affichent pas. Je pense que j'arrive à me faire aller, et au bout de 9 ans, j'ai du mal à me faire aller, de me dire, est-ce que c'est involontaire? C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, je pense que c'est volontaire. Et qu'il n'y a pas de courage politique pour l'affirmer très clairement, parce que c'est inaudible dans un système. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez évoqué la gouvernance. Hein. On aura une conférence sur la gouvernance de l'université, donc on pourra reparler de ces différences de vue entre les écoles et l'université. Comment on se rejoint sur la conclusion, ça a été dit, hein, sur la nature des savoirs. Par contre, je n'ai jamais imaginé que c'était à cause du développement de l'entrepreneuriat à l'université. En fait. C'est le point de départ, je n'avais pas imaginé qu'on en arrive là.
dans votre raisonnement, parce qu'il y a eu effectivement ce mouvement de diffuser d'étudiants entrepreneurs, des pépites, etc. Alors c'est peut-être moins à cause d'eux, c'est un petit peu à cause d'eux, c'est que ça révèle pour moi aussi. Enfin, c'est toujours à des fois, ça participe et ça révèle peut-être aussi. Il y a moins le lien de causalité que ça. Pourquoi ? Parce que pour avoir participé à la mise en place à Bordeaux, en tant que chargé de mission du président à l'époque, justement le programme étudiant entrepreneur avec les collègues d'entrepreneuriat de la partie gestion. Bon, à l'époque à Bordeaux, c'était Bordeaux 4, donc c'était l'université de droit et co-gestion principalement, c'était pas encore l'université de Bordeaux que l'on connaît. Enfin, je ne voulais pas forcément rappeler comme ça, mais enfin, il y avait aussi cette idée qu'on constatait beaucoup de gens qui sortaient de l'université sans diplôme. On constatait pas mal dans l'échec universitaire. On constatait que beaucoup, je disais un peu au départ, beaucoup de gens n'avaient pas des boulots dans ce qu'ils avaient étudié parce qu'ils étaient touchés, parce que ceci, parce que cela. Et donc, c'est un domaine que, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous n'avez pas tout dit, mais il y avait l'idée de se dire aussi que, ok, quelqu'un peut sortir sans diplôme, quelqu'un peut pas avoir un boulot dans ce qu'il souhaite. Et donc, il y a quand même aussi l'idée de se dire, c'est que ce que vous allez faire en entrepreneuriat, ça servira toujours. Ça servira toujours si on n'a pas de diplôme pour créer son entreprise, créer sa petite entreprise. Donc, je pense, en tout cas, moi, dans les discussions que j'ai eues, dans la mise en place du dispositif dans les années 2008, enfin, sur cette période-là, c'était un peu plus ça. C'était de dire, OK, bon, c'est embêtant, on va pas forcément lutter contre l'échec à l'université. Par contre, ils auront vu au détour de ceci ou de cela des choses qu'ils ignorent sans doute et qui pourront mobiliser ou vers lesquelles ils pourront revenir avec des formations qui étaient alors pour le coup à l'extérieur de l'université, dans les chambres de commerce, dans les choses comme ça, où il y avait des chambres de commerce qui disaient si vous avez un projet, nous on est prêt à vous aider. Et c'était mieux de partir de gens qui avaient vu un peu d'entrepreneuriat ou des modules d'entrepreneuriat que de partir de gens qui avaient absolument rien en tête. Ça c'est le premier point. Deuxième point, qui n'était pas dans notre sphère, mais que j'observais moi par ailleurs, c'est que je pense aussi qu'on voulait faire sortir les gens d'une demande extrême de l'emploi public au tournant des années 2000, à la fin des années 90, début 2000, pour dire il n'y a pas que le public, il faudrait que les gens, effectivement, ils créent des entreprises. Ça, je suis d'accord. Il y avait quand même cette volonté qu'il y ait plus de créateurs d'entreprises parce que les gens se tournaient essentiellement vers l'emploi public, vers le fonctionnariat, et que ça, à un moment donné, ça coinçait parce que je pense qu'il y avait les entreprises ont toujours eu, je pense, de les entreprises, le monde économique a toujours eu un manque de gens qui portent ça, quoi. Enfin, je veux dire, avec toutes les difficultés que ça a, avec lui, toute la précarité, tout le stress que ça a. Donc je pense que le monde économique, donc je pense que, voilà, cette idée que de toute façon, la gestion, ça sert toujours, de faire un peu de finance, un peu de marketing, un peu de management, un peu de savoir-être, etc. Moi, je suis d'accord avec vous, ça a dérivé. On n'est plus allé que sur le savoir-être, pour être moins dans le savoir technique. Et avec cette idée que le savoir technique, tout s'acquiert peut-être par des enregistrements vidéo, par l'IA, par tout autre, et pour faire le travail, et qu'on doit être sur... Mais après, là encore, principe de réalité. Moi, pour avoir participé dans beaucoup de séminaires d'entreprise, alors à l'entreprise, pas à l'université, mais de séminaires d'entreprise, etc. Moi, j'intervenais, donc vous aviez la journée, donc on a Éric Lamarck parle de stratégie bancaire, de financement, donc des choses très machin. Et puis, il y a la séquence suivante du séminaire d'entreprise avec créativité, leadership, machin. Et alors là, donc, une fois je suis resté, on me dit, mais vous voulez pas participer à cet atelier, vous restez, machin. Donc, je fais ma séquence 1h30, j'y vais dans l'atelier créativité. Je veux dire que j'ai trouvé ça très creux comme séance, c'est avec des bouteilles en plastique, des poches en plastique, etc. Mais bon, soit, donc moi j'ai trouvé ça, même pas superficiel, enfin, un truc, voilà. Peut-être que je suis assez peu sensible à ça, mais enfin bref. Mais pas juste ça. Mais à la fin de la séquence, moi, les gens disent, ouais, c'est bien, on a une discussion, etc. À la fin de la séquence créativité avec des bouteilles en plastique et des feuilles en plastique, c'est tout le monde debout et applaudit. C'était génial. On a pu parler entre nous, on a pu échanger sur la créativité. Et ça, c'était une révélation. Ça, c'est les premiers séminaires que je faisais en entreprise, parce que les sujets intéressaient sur l'aspect technique. Et du coup, j'ai vu comment était organisé le séminaire des futurs dirigeants, etc. Et ceux qui remportaient l'adhésion totale, c'était les savoir-être, on a discuté. Si on est chercheur,
ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire qu'il y a un problème dans les entreprises, il y a un problème chez les gens dans la façon dont ils étaient éduqués. C'est-à-dire qu'en gros, le savoir technique, ou parce que c'est trop compliqué, ou parce que ça travaille trop, etc. Et dire oui, c'est creux, oui, c'est ça, mais les gens, ils veulent de ça. Les gens, ils doivent être mal dans leur peau, mal dans leur machin, mal dans leur boîte, mal globalement. Et ces séquences, et je vous dis, il faut être chercheur, là, sociologue, je pense, pour le coup, pour dire, mais et moi, je me suis dit, mais comment ça se fait, quoi? C'est pour moi, j'avais 35 ans, je commençais en gestion, on peut faire des interventions en entreprise, etc. Et je m'étais retrouvé là un peu par hasard, et j'étais resté, parce qu'il m'avait demandé voilà, de rester. J'étais mais, sur les fesses. On me disait, c'était mais qu'est-ce que c'est tout ça pour faire, je vous dis, des machins en plastique. Ah, toi, tu as fait une image, machin, etc. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train et alors, j'essaie de ne pas être trop surpris ou trop déjà, mais vraiment, ça m'a travaillé, et c'était pas fun, c'était pas une personne, c'était tout le monde. C'est vrai que l'intervenant était plutôt bon, il avait su animer le machin, etc. Mais alors, moi, ce qui est plus inquiétant, c'est que j'ai été recrutée il y a 2 ans à Évry, donc je suis la formation des nouveaux maîtres de conférences au niveau Saclay, donc qui était tout le monde. Voilà. Et en fait, une partie, alors c'était quasiment, on a mis des post-it, on a fait des trucs comme ça, des trucs hallucinants, enfin, de mon point de vue, hein, en termes enfin, le même discours, en fait, des trucs entreprenants à la formation néo-maître de conf. On était, je pensais beaucoup à 30-40 parce que c'est niveau Saclay, donc une dominante de scientifique, enfin, par les effectifs de Saclay. Et on était 4, du coup, mais on a créé des liens depuis. On a été 4 à se regarder, mais qu'est-ce qu'on fait là? Un de vos collègues juristes et 2 sociologues et un théâtre, et on était 4 à se dire mais effectivement ça, plus on faisait des trucs possibles, plus il y avait une adhésion globale. Il y avait des chercheurs, je pense, scientifiques, et en fait je pense on a compris après, tout le monde comprenait pas, on se disait mais comment c'est possible, mais je pense qu'il y avait il y a peut-être certains en fait disaient pas adhésion, mais attendez que ça passe sûrement, enfin, mais il y avait une partie, je pense aussi, de collègues aussi recrutés plus jeunes, qui avaient beaucoup moins enseigné, enfin c'est pas les mêmes parcours en sciences, alors si le juriste des jeunes aussi, mais il y avait beaucoup de gens qui avaient jamais enseigné, qui connaissaient et qui étaient tellement stressés un peu de qu'est-ce que c'est qu'enseigner, et qui savaient pas trop, enfin moi je suis en sociologie d'éducation donc j'avais un recul là-dessus, mais qui disaient juste bon comment on fait, donc bref, mais ça m'emmène un peu loin, mais j'ai eu le sentiment comme ce que vous racontez en entreprise, de me dire on en est là, c'était des choses fomentées un peu par des ingénieurs, des gens ingénieurs en pédagogie ou des scientifiques, des chimistes, des gens comme ça, qui du coup s'étaient piqués d'un coup de théorie éducative mais sans y connaître rien, et avaient inventé des choses ludico-entrepreneuriales. Non, mais je veux dire, c'est vrai, je pense que ça, quand même, ça dénote le fait que les gens, après, dans les entreprises ou même à l'université, ne s'expriment pas. Donc, dès qu'il y a on se fiche du contenu, en fait. Hein. C'est pas le sujet principal. Mais c'est vraiment dans le savoir-être, on les fait parler. Moi, j'ai expérimenté avec mes collaborateurs, donc à l'IAE de Paris, il y a 120 collaborateurs avec le personnel administratif. Et alors, moi, je suis en entreprise, je suis à l'IAE, donc pour la première fois, j'ai fait partager le plan stratégique à 120 personnes. Donc, je ne vais pas garder ça pour moi. Et j'ai dit, je vais parler du plan stratégique avec 120 personnes. Donc, je leur ai expliqué. Le comité de direction de l'IAE a réfléchi avec donc ensuite le corps professoral permanent avec des chefs de service, deuxième stade, et je vous réunis tous. Bon, je peux le faire parce qu'il n'y a pas 10 000 personnes, mais il y en a 120. Personne n'avait vu ça ni à la HERS et à la DGD. Je me dis, mais moi je vais organiser la discussion pour que vous puissiez voir et réagir tous sur ce que nous proposons dans le plan stratégique pour les 5 prochaines années, parce que si vous voulez qu'on fasse ça, et j'avais en tête quelques transformations un peu importantes, il faut que tout le monde soit bien compris pourquoi on fait ça. Mais vous avez, moi j'arrivais, j'étais là depuis 2-3 ans, je voyais pas forcément tout le monde très bien, etc. Tous les gens ont dit, on ne nous a jamais demandé notre point de vue. Donc cet exercice de demander leur point de vue aux gens, c'était en soi déjà une avancée, rien qu'on leur demande leur point de vue. Aujourd'hui, dans un dossier HRS, dans un dossier HERS établissement, quand vous faites le projet, on vous demande si vous l'avez fait de façon collaborative, le projet. Dans les organismes d'accréditation internationaux, nous on est dans le processus ACSB, qui est un processus plutôt nord-américain, il est indiqué comment a été élaboré le plan stratégique. Est-ce que ça a été partagé et par qui, et jusqu'où ça a été partagé. Moi je suis petit, donc je peux le faire partager.
Mais il y a des techniques d'animation qui viennent beaucoup du Québec et du Canada, qui permettent de faire travailler 100 personnes, en leur donnant vraiment le sentiment, et c'est plutôt vrai, pas sur le tout, mais de pouvoir avoir ajusté, questionné, etc. Après, il faut jouer le jeu, il faut montrer qu'on a intégré, et pas faire comme si c'était... Après, on peut dissimuler. Donc après, oui, il y a incontestablement des techniques d'animation qui permettent, parce que il y a peut-être un sujet que vous n'avez pas abordé, alors je ne sais pas si on peut l'aborder, mais dans le côté l'entrepreneuriat, enfin, ou l'université entrepreneuriale, et qui pour moi, alors est-ce que c'est de l'entreprise ou est-ce que c'est normal dans les organisations, c'est faire adhérer un corps social à quelque chose. Faire adhérer. Est-ce que ça, c'est une tare d'entreprise? Je ne suis pas certain. Non, je crois que Et le sujet principal, ça fait partie pour moi de la dysfonctionnement de la gouvernance, c'est qu'on ne se pose pas trop la question de l'adhésion la plus large possible du corps social et une stratégie. Ça, c'est un aspect. C'est un aspect de la gouvernance. Une bonne gouvernance, si elle est bien organisée, doit permettre de mise en place des dispositifs tous les 5 ans quand on fait un projet, etc., pour une adhésion. Est-ce qu'en faisant ça, pour vous, c'est une approche entrepreneuriale que de dire, les entreprises le font parce qu'elles ont très bien expérimenté que dans un monde ultra concurrentiel, si les gens ils adhèrent pas, si vous avez, comme je l'ai vu dans certains IAE, un directeur qui est élu contre la moitié de l'autre IAE, ou quand vous avez un doyen qui est élu contre la moitié, mais il va bosser avec la moitié, il va être vachement moins efficace que s'il bosse avec 70 ou 80% des gens dans le truc. Est-ce que c'est entrepreneurial est-ce que du coup, dans cette dernière partie où je suis moins d'accord sur, on diffuse. J'ai du mal avec l'adhésion, le mot adhésion, j'avoue que mais moi, je peux vous dire, des gens, alors, et quand je dis adhésion, et quand je dis sciemment 70-80%, je sais que j'ai 20% des gens, je ne vais pas me fatiguer, ils n'iront pas pour des raisons qui leur appartiennent, c'est pas le sujet, ils me disent, nous, moi j'ai eu des gens qui sont venus me dire dans mon établissement, nous on est le secteur public, qu'on soit moyen ou tête ou voiture balai, c'est normal. Je ne sais pas si c'est l'alternative, c'est ça, mais enfin bon, ces personnes-là, je ne m'en occupe pas, je ne vais pas les convaincre, avec des artifices de savoir-être, je ne vais pas les convaincre d'adhérer. Par contre, il y en a plein à qui je n'avais pas prévenu poser la question, en disant, je suis content qu'on m'ait posé la question, je suis content que... Et c'était pas de circonstances, c'était pas obligé de... Non, mais juste pour répondre rapidement, c'est un peu la marche, c'est sur la culture d'entreprise. Moi, je suis non pour la démocratie universitaire et qu'on débatte en permanence et qu'on ait un débat constructif, critique et que voilà, on se mette d'accord. Après, oui, je suis plus rétive à l'idée d'adhésion. Moi, il n'y a pas à faire adhérer. On discute en permanence, on se met d'accord là-dessus, on n'est pas d'accord. La communauté doit avoir un regard critique en permanence sur ce que vont faire, par exemple, les élus, nos élus. Mais pour moi, il n'y a pas un enjeu de faire adhérer, parce qu'il y a presque l'idée qu'il faudrait, je sais pas, se mettre tous ensemble, avoir une culture commune. Au contraire, il faut garder sa vigilance critique sur ce que font nos élus. Moi, une culture commune qu'un objectif commun. Ouais. Moi, on est très honnêtement, quand vous êtes, on le voit plus dans les IAE, je le vois un peu dans les facs où j'étais proche à Bordeaux, etc. La question, et pour un doyen, pour le coup, je pense que c'est plus confortable, que les gens, sans être allés tordre le bras à qui que ce soit, il y a une majorité qui assez naturellement, parce que ça a été discuté et que les objectifs sont raisonnables, qui ont envie d'atteindre les mêmes, plus qu'une culture. Moi, je cherche pas à atteindre une culture commune. Oui. Moi, je cherche à ce que les gens, est-ce que cet objectif-là, est-ce qu'on est une très large majorité à vouloir le faire? Jusqu'à mes renouvellements de mandat, je dis, moi, si vous me renouvelez, ou si vous me prenez, c'est dans un premier temps pour faire ça, et dans un deuxième temps, c'est pour faire une accréditation pour un projet immobilier, etc. Donc, ça va être quand même pas si évident que ça. Mais si vous n'avez pas envie de faire ça, vous me le dites là, moi, j'arrête ou je fais autre chose, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, j'arrête ou je fais autre chose. Voilà, donc il y a une élection, et puis les gens... Et après, et parfois je le rappelle en disant, parce que, oui, je pousse le bouchon, j'essaie d'avancer, etc. Il faut dire, attendez, là, on peut reposer la question, mais il y a 2 ans, je vous trahis pas, c'est bien ce que j'avais prévu de faire. C'est bien, j'avais prévu de faire. Je suis pas en train de faire un truc, une accréditation internationale, je vous fais pas découvrir que j'ai envie cachée. C'était écrit dans le plan. Moi, là aussi, un plan stratégique avant, il n'y en avait pas dans les IAE, il n'y en avait pas dans les universités. Le plan stratégique, c'est un outil d'entreprise. Le plan stratégique. Donc moi, j'arrive, je dis, je vais faire un plan stratégique. Alors, c'est un IAE, c'est un truc d'entreprise, mais les gens qui sont dans l'administration, ils ne savent pas plus que ça, un plan stratégique, ils n'en ont jamais fait, etc.
moi, alors purement en tant que directeur d'établissement, je n'aurais pas su faire si je n'avais pas un plan. Et je n'aurais pas su faire si une majorité assez large, pas juste 50 plus 1, hein, une majorité assez large était d'accord pour faire ce plan. Et j'avais évidemment précisé comment on pouvait y arriver. Oui, c'est vrai qu'intellectuellement, je n'aurais pas su. Bon, mais je fais ça. Après, c'est la période des examens, il faut faire attention aux examens. C'est la période des dépôts de dossiers de candidature, il faut faire attention aux dossiers de candidature. Vous gérez les affaires courantes, quoi. Vous n'avez pas d'inflexion, etc. Un plan, c'est quand même des objectifs à 5 ans pour se dire, on est là aujourd'hui, ça serait peut-être mieux qu'on puisse faire ça. Voilà, voilà, mais oui, alors ça, je suis d'accord avec vous, c'est votre dernier point sur université entrepreneuriale. Honnêtement, ça dépend ce qu'on met derrière le mot. Voilà. Parce qu'effectivement, moi, je vous rejoins. Quand je vous écoute, on a le sentiment que c'est une culture démocratique dont vous parlez. Donc, s'il s'agit effectivement régulièrement de la part d'un pouvoir constitué à la tête d'une entreprise ou à la tête d'un établissement d'informer les administrés ou le corps enseignant, les étudiants, de leur indiquer où on va, de rechercher leur adhésion par la discussion, par le compromis, et que tout le monde avance ensemble en connaissance de cause vers un objectif commun, il n'y a pas de difficulté. Sauf que cette démocratie, je vous dis, moi j'y suis attaché, mais ça suppose des discussions, ça suppose des divergences de vues, ça suppose du temps pris pour arriver à des compromis. Et ce temps-là, certaines entreprises ne le souhaitent pas au nom de l'efficacité, au nom de la gouvernance. Et quand tout à l'heure vous parliez, alors ça ne sert rien, mais de certaines différences de vues entre la gouvernance des grandes écoles et la gouvernance des universités, ce que les grandes écoles reprochent aux universités, c'est cette culture démocratique. C'est que dans les grandes écoles, il y a une culture d'entreprise, mais pas au sens que vous développez, une culture d'entreprise consistant à dire il faut un exécutif fort, et le législatif, autrement dit le Parlement, autrement dit les élus, ils sont là pour voter ce que décide l'exécutif. Et le PDG et le conseil d'administration sont ceux qui donnent la ligne. Vous voyez, et là, on peut arriver à des modes de gouvernance. Ouais, alors, je ne dis pas que c'est bon pour l'entreprise à long terme. Sur les grandes écoles, je peux vous dire quand même que, alors pas dans le privé lucratif, hein, mais on va dire pas dans ces nouveaux groupes, Omnes, Galileo, etc. Mais je peux vous dire que dans les grandes écoles, conférences des grandes écoles, vous n'avez pas un seul directeur d'école qui tient contre un corps professoral qui est opposé. Oui. Je veux dire, même s'ils ne sont pas majoritaires au CA, même, etc., je ne connais pas d'endroit où un directeur ou une directrice ait pu se maintenir de façon en développant ses activités, en ayant la grande majorité du corps professoral, qui n'a pas de vote particulier, et un corps professoral auquel on est opposé, etc. Même à l'université, j'ai eu parfois des présidents qui avaient réussi à se faire élire plus par des logiques syndicales, personnel administratif, étudiants, etc., et donc avaient été élus un peu contre le corps professoral, qui était ou pas majoritaire pour l'élire. Ça a été un calvaire de gouvernance pour tout le monde, et ça n'a rien avancé, quoi. Je veux dire, assez astucieux pour arriver à se faire élire contre le candidat, on va dire, des profs, mais rien ne se passe. Je veux dire, il n'y a rien qui se passe. Tout le temps dans la lutte, tout le temps dans les blocages, à régler les blocages, donc on gère des affaires courantes. On évite que ça s'embrase complètement, mais il n'y a pas du tout d'ambition d'une évolution vers ceci ou d'une évolution vers cela, etc. Les gros sujets, voilà, on passe à côté, en tout cas collectivement, ici et là, dans des petits endroits, on arrive à faire des choses, mais c'est ça. Et moi, je crois que les écoles, ce qu'elles veulent pas, c'est ça. Les écoles, elles savent qu'à un moment donné, elles peuvent être prises dans un schéma de discussion universitaire bien démocratique, etc., avec des gens qui ont su exploiter à mort ce système. Moi, je le vois. Hein. Et aujourd'hui, moi, il y a des décisions qui sont discutées dans mon université sur les diplômes, les obtentions de diplômes, les notes, etc. Franchement, je préférerais décider tout seul avec mon conseil d'administration où il y a des étudiants comment on fait le système de règlement des examens. Parce qu'on va me faire un système qui est drivé par d'autres disciplines, non concurrencé par des gens, et quand on va dire votre diplôme, il n'y a pas de note plancher, tout le monde peut l'avoir avec 2 en analyse financière, ils sont en train de plomber mes étudiants. Qui eux disent non, il faut quand même
ou des UE qui se compensent pas. Enfin, on fait un système qui faut un peu d'exigence. Mais ils s'en contrefichent parce qu'ils sont élus par ce système démocratique qu'ils savent exploiter. Nous, on a des étudiants qui sont moins actifs, moins machin, etc., ou moins nombreux. Et ben, on se dirige vers une décision qui leur sera extrêmement défavorable en termes de réputation de niveau. Et ça effleure pas du tout ceux qui prendront cette décision, qui seront dans leur logique. Parce qu'ils n'ont pas donc la sanction de la décision. Et donc, ces exemples-là, qui sont quand même assez fréquents dans les universités, une école, elle ne veut pas en entendre parler. Elle veut bien être à l'université pour avoir le titre d'université, mais elle ne veut certainement pas qu'un conseil académique ou CFVU aille leur mettre un système de notation qui va leur plomber par rapport à leurs voisins concurrents, par rapport à un système d'accréditation. C'est ça qui. Non, mais ça, c'est un problème de gouvernance. Les universités. Il y a un problème de solidarité là-dessus, c'est qu'on ne laisse pas au sein des universités, parce que les disciplines s'organisaient avec leurs exigences comme elles le voudraient. Donc, on arrive à des règlements qui valent pour tous, alors que les disciplines ne sont pas les mêmes. Et il y a quand même un grand principe, c'est un principe politique, c'est que pour que ce système de représentation fonctionne, il faut que celui qui prend la décision politique assume la responsabilité de la mauvaise décision. Et dans le système dont vous parlez, ceux qui prennent la décision, ils la prennent pour des matières qui ne sont pas les leurs, et ils n'assument pas derrière les conséquences dans leur diplôme. Non, mais je me prépare, une fois je l'ai dit, et je me prépare une future réunion assez dure. J'ai dit, mais moi, monsieur machin, étudiant machin, je vous envoie mon étudiant qui aura été dévalorisé et qui n'aura pas eu le poste par rapport à quelqu'un d'école. Je vous donnerai votre nom et vous le recevrez pour lui expliquer tout le bien que vous pensiez de votre mesure. Ah, vous n'allez pas faire ça, bien sûr, je vais me gêner. Je vous enverrai, j'ai pris la liste de tous ceux qui ont choisi de faire comme ça. J'ai eu le cas lors du Covid, où ma CFVU disait, on donne d'office tout le semestre 2 à tout le monde. Donc, grand conclave, alors c'était un radio, plein de gens, etc. On file le semestre 2 à tout le monde. Voilà. Sur le Covid. Pardon, c'est quoi ce truc vous savez là que. Et c'est là où je reconnais humblement que les gens, avec les collègues de gestion, en tout cas moi, je n'ai jamais réussi à faire comprendre qu'en faisant ça, une école qui allait faire pareil, mais qui allait dire non, nous on a encore des tests quand même, on fait des trucs à distance, on fait des QCM, ils allaient tout dire pour expliquer que non, mais nous, ouais, l'université quand même, c'est pas très sérieux. Les deux arguments qu'ils donnent aux écoles pour dire venez chez nous, ça coûte, il n'y a pas de sélection. Alors qu'il y en a encore moins dans les écoles. Il dit il n'y a pas de sélection. Cette idée de sélectivité. Voilà, nous, c'est sérieux quand même en sélection. Alors que c'est pas vrai. Hein. Je veux dire, il y a des écoles qui prennent 100% des candidats. Hein. Donc, un, c'est pas vrai, mais cette idée de sa sélection. Donc, sa sélection. Deux, le prix. Contrairement à ce qu'on croit, mais c'est un scandale de faire payer 10 000 ou 15 000. Sauf que là, on est en mode pays sous-développé. Pourquoi je dis ça à dessein? C'est que dans les pays sous-développés, plus c'est cher, plus ils pensent que c'est bien. Plus c'est cher, plus ils pensent que c'est bien. Donc quand les gens disent, attendez, vous n'allez pas payer 10 ou 12 000 balles pour un truc de daube, c'est un truc qui ne vaut rien, vous avez le français de là, les maisons autour, là, vous lui dites, non, mais c'est 12 000 quand même, c'est sérieux. Et beaucoup de gens en sortent en disant, très déçus, ou même des formations, oui, par des gens pas très formés à l'entrepreneuriat. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens qui forment souvent l'entrepreneuriat, c'est vrai, c'est des anciens professionnels, etc. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et encore une fois, on pense que la gestion, c'est comme le vélo, tout le monde sait plus ou moins en faire, plus ou moins bien, mais on sait tous en faire, donc on peut tous parler. Là, c'est pas sans doute tout à fait vrai. Il y a quand même quelques éléments de travaux de recherche, des choses un peu sérieuses, qui font que il y a quand même un savoir un peu plus argumenté que simplement faire, aussi intéressant soit-il, le parcours d'un entrepreneur ou des choses comme ça. Et ça, moi, c'est vrai que je suis prof de finance et de gouvernance. Si on le règle pas avec cette perception que là, le prix finalement ça fait un peu tout, etc. Je pense que moi c'est ça qui me fait râler, c'est-à-dire que c'est des gens de bonne qualité, etc. C'est cette idée aussi de l'évaluation. Quand je vois sur le HERS, ok, ça c'est pas toujours très bien. Le HERS, j'ai été dans des commissions, sur des labos, enfin, je vois bien les trucs qu'il peut y avoir. Mais qu'on annule simplement
qu'on dise terminer le HERS et qu'on ne fasse pas de proposition pour dire c'est quoi l'agence d'évaluation qu'on va mettre à la place. Non, moi, je suis OK, on va changer l'HERS. C'est quoi l'alternative? C'est comme on dit Parcoursup, on dit on ne fait plus Parcoursup. C'est quoi l'alternative? C'est les copains là, qui vont se parler, j'appelle, là, tu prends mon fils, ma fille. Non, mais attendez, c'est ça qui va se passer. Là, s'il n'y a plus le HERS, c'est quoi? Ben, c'est les gens en interne, ils vont s'auto-évaluer. Bon, c'est les copains qui vont évaluer les copains et les copines. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'argent public en faisant de l'évaluation entre copains et copines. Si toi quand même. C'est ça quand même. Hein. On l'a vu sur les recrutements d'enseignants-chercheurs, sur les débats sur la grègue et sur des choses comme ça. Mais quand on a eu plus la grègue, ah non, mais vous allez voir, les gens, ça va être fluide. Non, pas du tout. Nous, en gestion, j'étais président de CNU à l'époque, j'étais contre ça. Il y a 80% d'auto-recrutement sur place. Allons-y, quoi. Enfin, je veux dire, tout va bien, quoi. Je veux dire, et tout ça, c'est un système de gouvernance au départ, qui doit être recalibré sur tous les sujets que le système de gouvernance doit aborder, de la nomination des enseignants-chercheurs, des personnels, de la définition de la stratégie, etc., qui doit être reposé. Et juste pour terminer, vous parliez de principes généraux qu'on appliquait à l'université. Quand je disais, ça a mal commencé avec la loi Pécresse. La loi Pécresse, typiquement, c'est ça. Je connais assez proche de beaucoup de gens du cabinet de Pécresse à l'époque. J'aurais dit, très bien, principes généraux, gouvernance resserrée, conseil resserré, dans l'efficacité, donc écrit dans plein de travaux. Je dis, mais les travaux ou les références à quoi vous faites référence, c'est dans les entreprises. C'est dans les entreprises ou dans les organisations privées, cette gouvernance-là. Donc oui, c'est vrai que c'est une certaine efficacité, mais si vous appliquez ça sur un substrat culturel qui n'a rien à voir, ça va être un désastre. Ça va être un désastre, je veux dire, c'est sûr. C'est un peu ce qu'on appelait le public management, c'est la volonté de transformer. Oui, le new public management, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, le new public. Ah, et ben, 9 fois sur 10, cette idée est mauvaise parce que vous ne pouvez pas appliquer telle quelle. Vous ne pouvez pas appliquer telle quelle des techniques et des méthodes qui ont été construites, étudiées et démontrées sur des échantillons de recherche qui sont pas du tout le public concerné, enfin, ou pas du tout l'entité concernée. Ça vaut pour les associations, pour le non lucratif, ça vaut pour les universités. Donc tout ça n'a pas été construit pour ça. Et donc ça dysfonctionne et des gens astucieux, des syndicats sont assez astucieux pour repérer ça, parce que c'est des gens efficaces, hein, pour repérer ça et profiter à mort du système. Et on retrouve donc tout à fait légalement, démocratiquement, tout ce que vous voulez, des gens qui sont dans ces conseils en ne représentant peut-être que moins de 10% de la partie prenante concernée. Alors si ça s'appelle ça la démocratie, je suis partagé sur l'idée de démocratie, quoi, si vous voulez. Hein. Moi je le vois dans des coopératives, moi je dis beaucoup les coopératives, vous avez un président d'une coopérative et des grandes coopératives élu par moins de 5% de sa gouvernance. Parce que le système, c'est comme ça, les gens ne s'intéressent pas, les gens se machin, etc. Et donc, oui, on est élu démocratiquement. C'est une blague. Élu par 5% des gens. Élu par 5% des gens. À quelle heure c'est démocratique? Alors, heureusement, c'est pas comme ça dans toutes les universités. Parce qu'on a parfois des surprises avec des taux de participation presque équivalents à des pays africains. Et pourtant, tout le monde a voté légalement. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Sur les étudiants, surtout. La réalité, c'est que c'est moins les agents et les enseignants-chercheurs aujourd'hui que les étudiants. Et il y a effectivement une sorte de clientélisme par rapport aux étudiants. Les étudiants qui ne votent pas, les étudiants qui sont en fait représentés par des gens qui ne se soucient pas particulièrement du sort étudiant, si ce n'est du leur, et qui posent, il y a des exceptions. Mais c'est souvent effectivement le cas. Sandra Charrère-Petit a une question. Alors, merci. C'était très éclairant. Et franchement, un petit peu du diagnostic, on a l'impression que tu peux nous raconter ce que ça moment. Il y a une différence sur laquelle je ne sais pas, entendu entre moi, entre les écoles et les universités aujourd'hui. Là, je parle de formation de gestion, etc. Où les étudiants clients, des fois, disent ok, on ne vient pas là pour apprendre, on vient pour comprendre, mais on vient pour acheter un réseau, c'est la marque, de l'école.
et on vient pour rentrer dans un réseau d'alumni. Et ça, c'est quand même encore une différence entre le fonctionnement universitaire et le réseau des écoles, que ce soit les écoles d'ingé d'ailleurs ou les écoles de commerce qui travaillent. Alors, peut-être que c'est un mythe qu'ils arrivent encore bien à vendre, peut-être que ça marche quand même un peu, peut-être, j'en sais rien. Mais comment t'expliques que. Moi, je trouve que les universités en général ne sont pas bonnes là-dessus. Alors qu'on est finalement l'institution qui a le plus d'alumni possible. Et que, donc on est collectivement mauvais, je trouve, pour travailler le réseau des alumni. Alors, une fois de plus, c'est pas qu'il n'y ait pas de compétences, c'est parce qu'on n'est pas un copec dessus. Hein. Je crois que tu t'as dit, c'est Harvard, c'est un moyen. Mais il y a beaucoup de trucs où c'est Harvard, c'est un moyen. Et il faut savoir investir pour créer un réseau d'alumni, pour les identifier. Moi, j'ai une. À part Dauphine, qui vraiment l'a fait dans le vidéo, et voilà, c'est pas connu pour l'université de travailler sur ce réseau. Donc ça, comment ça se fait? Et est-ce que c'est pas quand même la dernière différence qui existe? Est-ce que là, on finirait pas de dédoubler complètement si on allait vers une vraie stratégie en donnant du sens aux gens? Parce que le débat, c'est bien, mais les gens ont besoin de sens aussi dans ce qu'ils font. Et aujourd'hui, un des malaises à l'université, c'est que c'est la perte de sens, parce que les gens ne savent pas encore. Moi, la principale raison, numéro 1, c'est que nous, nos études sont gratuites. Donc finalement, les gens ils disent, bon, pas grand. Ce sentiment d'être un peu redevable de quelque chose n'existe pas, quasiment pas au sortir de l'université. Les gens se sentent redevables de rien, c'est normal. C'est le système français, on me paye mes études, donc c'est normal, donc j'ai pas de chose particulier à faire. Dans une école où on vient de lâcher 40 000 sur 3 ans, on a intérêt à se dire, il vaut mieux que mon investissement il dure et que mon école elle soit bien connue tout le temps. Parce que si j'investis 40 000 pour une école qui a disparu, pour connaître quelques anciennes d'écoles qui ont disparu, c'est pas une bonne nouvelle une école qui disparaît pour ces anciens, parce qu'ils parlent d'une école qui n'existe plus. Et ils parlent plus de leur diplôme d'ailleurs, ils me disent, hein, parce que leur diplôme a disparu. Donc ils sont naturellement enclins à participer, après avoir quitté, à la vie de l'école et à maintenir l'école dans ce niveau de réputation. Parce que sinon, une bonne partie de leur investissement ne sert plus à rien, puisqu'il n'y a plus de gens de cette école qui se prévalent de cette école, etc. Donc, en faisant des études gratuites, il y a très peu de gens qui sont naturellement animés par ce sentiment qu'il faut être redevable. Il faut faire à l'inverse. C'est d'ailleurs ce que fait un peu les mais peut-être que son moyen, c'est compliqué. Tu peux te dire, bon, quelles sont les personnes que j'ai formées depuis les 30 dernières années, toutes disciplines confondues, moi, à l'université X, qui ont réussi. Quand même forcément. Oui. Après, je suis d'accord, ça n'est pas géré, on ne met pas du personnel. On met pas du personnel dessus, c'est pas animé, etc. Moi, je mets tout mouillé, allez, ça va être je paye moi-même une demi-personne, je subventionnais une association d'anciens qui avait une personne, donc il y avait un ETP et demi pour s'occuper des anciens de l'IAE de Paris. Je pense qu'on est des rares à mettre du personnel pour ça. Non, il y a là aussi, c'est le mot, une stratégie pour faire les alumni. Est-ce que c'est au niveau d'un diplôme qu'on fait ça, au niveau d'une faculté? Si c'est au niveau de l'université, c'est mort. Non, mais c'est mort. Ça peut pas marcher. C'est mort. Le bon niveau, c'est le diplôme. Le premier bon niveau à moindre frais, c'est le diplôme, où un directeur de diplôme anime des groupes WhatsApp. Voilà, je pense que le premier niveau, c'est celui-là. Déjà, le niveau IAE est un peu plus délicat, mais le premier moyen de regarder du contact, c'est avec le diplôme, parce que les gens sont attachés à leur diplôme, ils sont attachés à leur diplôme. Après, sur la réalité de l'effet réseau, honnêtement, je pense qu'il est vrai max top 5, je dirais même top 3. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui prend... C'est quoi pour moi l'effet réseau? C'est quelqu'un qui prend l'annuaire des anciens, quand il est boss dans une boîte, qui cherche quelqu'un qui a dans l'annuaire, ça arrive à Polytechnique, ça arrive à Centrale, ça arrive à HEC, ça arrive à l'ESSEC, peut-être à l'ESCP.
guère au-delà. Donc je ne pense pas que ça vaille. Ça. Par contre, oui, vu les activités, on se fait sans doute un réseau d'amis diplômés de la même école, dont l'effet réseau va jouer sur. Mais t'appelles quelqu'un qui a fait schéma, ouais, là, je fais schéma, tu me prends sur ce poste-là, je ne suis pas certain que ça marche aussi bien que ça. Ça marche pas comme ça, mais Ouais. en revanche, il y a un effet marque, disons, lorsqu'on a des CV qui arrivent, et où on se dit, tiens, lui, il était à tel endroit, au même endroit que moi. Moi, je sais que sur Jean Monnet, ça marche quand même comme ça, dans le cadre des recrutements dans les cabinets d'avocats. Enfin, je sais pas comment ça marche en gestion, hein, mais en tout cas, sur le droit, il y a quand même un effet Jean Monnet, Assas, Sorbonne, Nanterre. Ce sont des marques que les gens retiennent en se disant je sais que là, j'aurai un étudiant de bonne qualité, même si la personne n'est pas connue ou n'est pas connue dans le cadre d'un cercle, d'un annuaire. Ce que Sandra dit et qui me semble quand même assez exact, c'est cette idée que alors déjà, au niveau d'une université et encore plus d'une université comme Paris-Saclay, c'est impossible. Il y a déjà un facteur matière, périmètre qui était indépassable. On ne va pas se dire, tiens, tu as fait Paris-Saclay, tu es physicien, mais tu es juriste, tu es gestionnaire. Ça ne rime à rien. Donc, au niveau déjà, à mon avis, des composantes, c'est déjà un petit peu plus pertinent. Et pour nous, effectivement, les diplômes sont égaux. En revanche, sur les moyens, il y a des moyens, enfin, je prends l'exemple juste de Paris-Saclay sur ce point, il y a des moyens qui sont mis sur le travail des alumni. Seulement, il est tellement dilué à différents endroits, sans qu'il y ait de cohérence, que ça ne peut pas fonctionner. J'ai envie de dire même que la présidence n'a même pas connaissance des responsables de formation sur chacune des composantes qui existent. On a pu encore le faire ce constat-là parce qu'on a subi une cyberattaque quand même assez importante qui a mis par terre l'université pendant un bon moment. Une prime a été attribuée aux enseignants-chercheurs. Ils n'étaient même pas capables de savoir qui était responsable de formation chez nous. Donc, ils ont envoyé une liste à 50%, elle était fausse. C'était quand même fou. Disant quand même, il y a un service de DRH, il y a un service, il y a des VP à faire académique, vie universitaire, etc. Tout ça est là, mais tout est faux. Donc on raisonne vraiment dans un schéma de gestion de papier en fait au niveau de toutes nos universités. Non, mais c'est ça qui a fait que ils ont tiré à vue sur le HERS, parce qu'ils ont fini par le dire. Ouais, mais c'est ça. Ils ont fini par le dire. Donc, c'était un désastre d'organisation, voilà, de tout ce qu'on veut. Et tant qu'on accepte voilà, c'est un exemple. Je veux dire, voilà, enfin, à un moment donné, là aussi, c'est un discours entrepreneur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que, ouais, je sais pas, c'est parce que c'est public, parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on n'a pas partout les bons outils, etc. À un moment donné, quand on est dans une situation critique, une situation de crise, de ne pas pouvoir savoir sur qui s'appuyer ou des choses comme ça, c'est-à-dire, alors sans doute, oui, qu'un peu d'organisation à la mode, peut-être entreprise, ça est... Le tout, c'est une question de dosage. L'université telle qu'elle était à un moment donné ne peut plus exister. Elle ne peut plus exister sans des formes d'organisation, de pilotage un peu qui sont plus tout à fait les mêmes, qui sont en partie issus d'autres modes d'organisation, qui ne reprennent pas tout, loin de là, mais c'est pas adopter les cadres, c'est les adapter pour rester dans un schéma, parce que le schéma facultaire, le schéma école, le schéma organisme national de recherche, on aura beau faire tout, enfin déployer tous les trésors d'imagination qu'on veut, on ne pourra jamais dépasser quelque chose qui est inscrit, enraciné profondément dans une culture française. Et donc, il faut faire avec, il ne faut pas faire semblant de faire autre chose et de construire quelque chose de complètement différent. Voilà, il y a un domaine qui est très... C'est le même exemple que pour les départements et les pays. Les anciens pays, l'ancien régime, ils existent encore aujourd'hui. Il suffit juste de regarder les parcs naturels, les parcs régionaux.
ils sont là, ils sont présents, c'est les anciens pays. Géographiquement, c'était déterminé, il y a une population, il y a une manière de bâtir, il y a tout qui est là. Et on a mis en place des départements, des régions, des espèces de circonscriptions qui n'ont pas d'enracinement. Même les regroupements, comment ils ont été pensés. Oui, c'est nous, on ne nous pose jamais la question en gestion. Comme ils n'existent pas, on va chercher des consultants, etc. Donc, j'ai quand même organisé, moi, des restructurations et des fusions d'entreprises plusieurs fois. Et dans des secteurs compliqués, la banque, etc. Personne n'a posé la question. Il y a toujours des grands experts au ministère, machin. 7 rapprochements sur 10 sont des échecs dans le monde de l'entreprise. Donc, il ne faut pas s'attendre à faire mieux. Je veux dire, il ne faut pas s'attendre à faire mieux. Non, mais est-ce que quelqu'un, avant de dire on fait des regroupements, est-ce qu'on s'est posé la question? Principe de réalité sur ce point. Un regroupement au-delà de 2, ça ne réussit jamais. Aucune entreprise ne se lance dans une fusion à 3, à 4 ou à plus. Jamais. Jamais ça. Tout le monde sait que c'est voué à l'échec. Non, mais je veux dire, mais tout ça, il y a quand même des gens en gestion qui le savent. Enfin, c'est qui le savent pas juste parce qu'ils ont un avis, qui le savent parce qu'ils ont fait des travaux. Des travaux dessus. Et même, on fait des cours. On fait des cours avec ça. Des gens qui vont dans les entreprises pour dire faites attention à ça, ou des machins, etc. Sur les 7 échecs sur 10, les 3/4 de ces échecs sont liés à des différences de culture. Donc, quand vous avez des scientifiques, des juristes ou des gestionnaires, je ne sais pas, une culture différente, donc je ne m'y connais pas. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Il y a un facteur aggravant dans des fusions d'établissements universitaires, c'est que les cultures sont quand même très, très difficiles sur les recherches, ce qui vaut des points, ce qui vaut des machins. Donc tout ça, c'est connu. Enfin, je veux dire, tout ça, on sait, c'est pas une hypothèse, hein, encore une fois, c'est pas un point de vue, des choses avérées sur les questions de regroupement. Personne n'a posé la question. Moi, quand j'ai vu qu'on se lançait dans des rapprochements de 3 universités, machin, c'est simple, qui c'est qu'à la fin, c'est le plus puissant, le plus malin, le plus fort qui s'impose à la fin, au détriment de tous les autres. Ça aussi, c'est connu, c'est connu dans les organisations, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc à Bordeaux, on a fait une fusion, parce que nous, c'est très bien. Mes collègues juristes ou économistes se sont fait enfumer, je pense qu'ils vous l'ont dit, jusque machin, etc. Et qu'à un moment donné, à Paris, voilà, quand j'ai dit à Paris 1, il faudrait qu'on fasse, j'ai dit, écoutez, moi je viens de Bordeaux, je pense que c'est une super mauvaise idée que d'essayer de faire un machin avec plein d'universités. Je viens d'un endroit où ça a plombé définitivement le droit, bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas la gestion, c'était une affaire endue. Donc, tout ça, encore une fois, c'est à la fois dans la conception de départ, dans la structuration de départ, puis dans le système de gouvernance qu'il faut établir un système. Et bon, c'est vrai, moi, en culture d'entreprise, je veux dire, il y a beaucoup de choses, mais encore une fois, je suis le premier à dire, il ne faut surtout pas faire du copier-coller de principes de management et de gestion de structures privées vers le public. J'en ai promu un seul, c'est sur la partie finance. Pour les finances, j'étais plus légitime, et où on est en train d'y arriver, parce qu'il y a eu la GBCP, la fameuse GBCP, il y a plusieurs années, avec la LOLF d'abord en 2007, puis la GBCP, où petit à petit, on a accepté l'idée, il a fallu 15 ans, qu'il valait mieux avoir une approche trésorerie et fonds de roulement dans les universités qu'une approche compte de résultats. Je viens de lire un article hier pour dire que les agents comptables vont être incités à ne plus trop s'occuper du compte de résultats, mais surtout de la trésorerie. Imaginez, on est en 2025. On est en 2025. Vous demandez ça à moi en 2005, je faisais un cours sur l'importance de la trésorerie par rapport au compte de résultats et tous les biens qui avaient un compte de résultats. Donc, si on s'était un peu donné la peine de poser la question quels étaient les outils financiers qu'il valait mieux utiliser, et ça, pour le coup, ça n'est pas dépendant du statut. Il y a une caisse, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. C'est pas. Après, une entreprise, elle a une façon d'affecter ses résultats, de le donner aux actionnaires, etc. C'est son truc. Mais une université, c'est pas le même truc. Et s'il y a des excédents, il va falloir poser la question de à qui on attribue les excédents. Enfin bon, voilà. Mais personne. Il y avait une sous Retailleau, il y avait un truc sur le modèle économique de l'université. Il y a des experts de très haut niveau international en France sur ce qu'est un modèle économique, comment il doit être structuré, qu'est-ce qu'on met dedans pour le décrire, etc. Je leur ai posé la question, est-ce qu'on est venu vous poser la question? Personne n'est venu leur poser la question. C'est des experts internationaux qui interviennent dans le monde entier sur les modèles, les business models et les modèles économiques. Les gens ne viennent pas leur demander leur avis. Et on va demander, je ne sais quel consultant ou grand expert qui sort de l'ENA ou je ne sais pas où, de parler du modèle économique. De loi, de conseil, quoi.
Mais putain, demander à des gens qui ont diffusé ça dans tous les grands congrès internationaux, en Amérique du Nord, au Canada, où moi je peux vous en citer 2 ou 3, je pense que j'en ai un chez moi. Je veux dire, c'est top, leur façon de présenter, les propositions de valeur, machin, etc. C'est super structuré. Vous y mettez un financier derrière pour faire le modèle financier. On va y voir clair, quoi. Enfin, après, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas, c'est autre chose. Mais enfin, et je pense qu'on est des collègues, on ne va pas le faire en pensant, je vais tirer la couverture à moi, je vais faire un truc qui va me servir à moi. Moi, quand je parlais de trésorerie, c'est pas pour moi. Enfin, je veux dire, c'est mieux de piloter avec la trésor, parce qu'on sait que la compta, il y a des manies possibles et que la compta ne rend pas très bien compte de la situation de trésorerie d'une organisation. Mais bon, 2025. On a changé le décret financier, le nouveau décret financier, c'est 2025. Tout ça pour ça. Pour 3 indicateurs qu'on connaît dans le monde associatif, les coopératives et les mutuelles, donc pas des secteurs capitalistes, on connaît ça depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Moi, j'enseigne dans les associations à peu près les mêmes indicateurs qu'on vient d'instaurer pour les universités. Alors, ce serait éviter d'avoir des trous, aujourd'hui, de plusieurs millions si on avait une approche par la trésor. Parce qu'on s'en serait aperçu avant. Le trou, on ne peut pas l'éviter, mais on s'en aperçoit avant, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça va. On va essayer de réagir. C'est pas le seul domaine dans lequel les politiques ne lisent pas les livres, les rapports, n'écoutent pas les scientifiques. Il y a, dans tous les secteurs, ça arrive malheureusement. Le temps passe, mais moi j'aurais une question encore, ou d'autres, je ne sais pas. Quand même, une question. Est-ce que le marché, finalement, dans une logique purement entrepreneuriale, du coup, en tout cas si on adhère au principe capitaliste, est-ce que le marché ne peut pas venir sanctionner ensuite les déficits de formation dont on parlait, c'est-à-dire, vous évoquiez tout à l'heure la transformation de la formation à l'université qui se met à faire beaucoup de soft skills au détriment peut-être du savoir dur, etc. Est-ce qu'à un moment, le marché ne sera pas capable de trier et de constater que l'université, en s'en tenant à des principes classiques d'enseignement des savoirs et des techniques, ne propose pas des meilleurs étudiants que les fameuses écoles dont on parlait, les fameux bachelors dont on parlait, ou alors, parce qu'il y a un principe sociologique qui veut aussi qu'on recrute beaucoup ceux qui nous ressemblent, à force de sortir des cohortes d'étudiants qui seront passés par ces soft skills, ils n'auront plus la volonté ou la capacité de se dire je veux des étudiants qui ont des connaissances. Moi, en fait, là, je pars aussi sur des analyses beaucoup personnelles qui sortent de ma recherche, mais je pense qu'on le fait tous là, donc c'est une autre discussion. Mais moi, je pense, ce que vous dites à la fin, je partage tout à fait. Il y a un côté, on va recruter des gens qui nous ressemblent, donc former la même chose, mais peut-être plus profondément. C'est un sociologue britannique qui s'appelle Philip Brown, que je trouve hyper intéressant, qui travaille spécialiste aussi des relations entre formation et emploi, et qui, en fait, justement, montre que cette montée en puissance des soft skills, etc., c'est un mot vague pour dire plein de choses, mais a aussi tout à voir avec les transformations du capitalisme, en tout cas tel qu'il se passe en Occident. En fait, la tertiarisation, la montée d'un certain nombre, que de plus en plus d'emplois ont lié à des fonctions dans des fonctions tertiaires, loin de la production. Et justement, on recherche de plus en plus le fait que, pour moi, ça a aussi à voir avec le fait qu'on a délocalisé la production, qu'on s'est désindustrialisé et que on a besoin, ça s'auto-alimente le fait qu'on forme des gens plus à des compétences soft skills et de la tertiarisation et qui finalement, c'est aussi une difficulté, ça c'est plus mon opinion personnelle, mais un problème, on a du mal à former des scientifiques ou même des gens, des ingénieurs déjà un peu plus, et que ça c'est dans d'autres parties du monde, Chine ou à d'autres endroits, on va former à des choses aussi avec plus de savoir-faire. Et pour moi, il y a une espèce de lien, en tout cas, entre cette montée des soft skills et la spécialisation de l'Europe et la financiarisation commerciale, etc. Mais ça, c'est plus quelque chose que je livre comme ça en m'appuyant sur certains travaux, mais il me semble qu'il y a quelque chose autour de ça, quoi. Et qui est pour moi un lien avec le déclin aussi dans lequel se trouve l'Europe. Bon, moi, je pense que ça a une partie. Il y a une deuxième partie. Bon, je pense que ça peut jouer. En vous écoutant, je dis oui, c'est vrai, ça peut. Effectivement, on est beaucoup sur du soft déjà dans le métier, donc peut-être que
c'est plus important. Je pensais ce que vous disiez, être gentil. Enfin voilà, les gens qui viennent, ça m'a fait idée. Ils viennent à l'université parce qu'on a été gentils, parce qu'il y a ça, enfin une expérience, un truc qu'on est que un peu, mais c'est un truc qui dépasse l'université, un truc qu'on serait que dans des choses comme ça. Je sais pas qu'il faut être gentil, mais en oubliant aussi le fond, quoi. Enfin, non, mais moi, pour le coup, là, moi, je suis à 100% d'accord sur cette dérive. Mais je pense qu'elle est aussi due à tout le délitement de l'environnement familial, etc. Je veux dire, moi, j'ai un DRH d'une très grande entreprise française. Là, comme ça, il me dit, mais ce serait bien d'apprendre aux étudiants d'arriver à l'heure. Pas une blague. Grand DRH d'une grande entreprise du CAC 40 français. Et moi, je lui ai répondu, vous ne pensez pas que c'est aux parents d'apprendre à arriver à l'heure? On est à moi. Quand ils ont 22 ou 23 ans, ils arrivent à l'heure. Ça, c'est le soft skills auquel je pense qu'il y a plein de sujets. Historiquement, si je prends la version, moi je connais bien les entreprises, je pense, leur message, ça a été quoi? Mais dès le début, ils ont dit, à l'université, on est sur compétences techniques, ça tient la route, on sait que vous êtes bien formés, etc. Mais alors, pour vous présenter, pour vous mettre en avant, donc le soft, machin, etc., ça va pas du tout. Les écoles de commerce, on sait que c'est pas toujours très consolidé sur le machin. Par contre, à la soutenance, je suis en cravate, je suis dans le mode machin, j'ai les codes de comportement de l'entreprise dans lesquelles je veux faire. C'est vrai. Donc, on s'est accommodé et finalement, assez vite, c'est pour ça que j'ai dit qu'on avait rivalisé à la fin. Assez vite, les entreprises nous ont dit, il faut les deux. Dans le marché a dit, il y a des gens, qu'il faut quand même des gens qui ont certaines prestances, qui parlent, etc. On sait que sur le fond, ils sont pas. Puis il nous faut des gens. Et donc, on va presque organiser la boîte avec des gens qui bossent là, qui font le truc, et puis ceux qui présentent, parce qu'il ne faut surtout pas que celui-ci, il est super bon, mais il ne faut pas qu'il présente. Là, je suis en train de faire des recrutements pour mes masters l'année prochaine, etc., de les finir pour les formations continues. Hier soir, il y avait des gens qui étaient très bons sur le papier, mais ils ne savaient pas aligner 3 mots, tout en étant des cadres, ils ne savaient pas aligner 3 mots pour se présenter eux-mêmes, leur parcours, pourquoi ils voulaient faire ce master en formation continue, mais c'était flagrant. Et puis d'autres qui étaient, on ne sentait pas très au point sur les sujets de fond. Par contre, c'était carré, c'était machin, c'était voilà. Donc oui, donc on a ça. Donc les entreprises, le marché a toujours considéré que ce que nous formions à l'université n'était pas assez sur la partie soft skills. En tout cas, ce que j'appelle soft skills, travail en équipe, qualité de la présentation, se mettre en avant, etc. Donc ça a toujours été un peu ce sujet-là. Tout le boulot des IAE a été de sortir, les nôtres, d'ailleurs, ils sont bons. Donc moi, si vous regardez à l'occasion IAE France et les trucs des IAE, on revendique la priorité aux hard skills. C'est écrit sur notre plan stratégique, on a écrit priorité aux hard skills. Par contre, on ne va pas faire comme si les soft skills ça n'existait pas, mais nous, on préfère faire appel à des vidéos, à des tutos, donc on met à disposition toute une base de ressources en ligne pour que, si vous voulez mieux faire votre CV, si vous voulez mieux faire votre présentation, si vous voulez faire un peu de développement personnel, etc., vous y allez. Vous regardez ça. Pareil sur l'anglais. Moi, je ne vais pas pallier. Est-ce qu'il y a des cours d'anglais? Je ne vais pas pallier la défaillance de tout le système éducatif français qui n'a pas su vous faire parler anglais quand vous avez 22 ans. Ce n'est pas à moi, école de management, à faire ça. Non, c'est le climat. On ne leur a pas parlé de climat toute leur vie, et il faut que ce soit dans l'école de management la dernière année, il faut qu'on leur parle de climat. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais pourquoi c'est à nous? Alors maintenant, on espère que dès la licence, ils auront des choses sur le climat, sur la RSE, etc. Mais à un moment donné, j'étais dans un conseil académique d'une autre école, belge. J'étais conseiller dans le conseil extérieur, ils ont une université, donc une école, comme un IAE dans l'université de Louvain, l'université de Louvain, et on nous fait un briefing, et on nous fait une liste de sujets sur tout ce qui était les enjeux, donc, le climat, IA, machin, enfin tout le... Ça s'attend, non? J'ai dit, donc il faut ça. À un moment donné, je lève la main, je dis, on a le droit de faire des cours de management encore, parce que là, franchement, il n'y a plus la place, quoi. Là, il n'y a plus la place. On va tout faire, sauf du management. Je crois que ça, on l'observe tout ça. Il y aura une question, Jean-Philippe. Après, je ne sais pas s'il est raisonnable de d'accord. poser encore. Non, mais après, juste terminer.
je termine là sur le marché. Aujourd'hui, je pense que le marché voit que sur ce privé lucratif, là, ça va pas du tout. Oui, parce que moi, j'ai eu encore une fois, c'est pas une étude, etc. Mais je crois chaque année une dizaine de DRH, toutes m'ont dit, là, quand même, c'est des bac plus 5. Je dis, mais ça vient d'où? Alors, ils vous donnent le nom d'école que vous ne connaissez pas. Machin, je dis, non. Donc, ça commence à se voir. Ça commence, mais là, c'est 3 mois, 4 mois, ça commence à être problématique. Ce qui fait encore tenir le système, je vous dis, c'est qu'on est plutôt en tension d'emploi, malgré tout. Et qu'on n'est pas, voilà. Si jamais la période un peu, pas terrible, venait à se continuer, ben vous aurez de plus en plus de gens qui sortent, le marché fera la sélection, sortiront, n'auront pas de boulot, donc ils auront payé 8 000. Alors, éventuellement, ils n'auront pas payé, donc du coup, on n'a pas payé après tout, on n'a rien, voilà. Mais ceux qui auront vraiment payé et qui n'auront pas de boulot, ou qui mettront vachement de temps à trouver du boulot, c'est là que le système pourrait, et le marché pourrait vraiment sanctionner cette catégorie d'écoles qui a émergé là, et qui n'est absolument pas au niveau, quoi, c'est clair. Mais on n'en est pas, ça commence. Une remarque, je ne vous donne pas la parole pour y répondre, parce qu'après, c'est Jean-Philippe qui posera sa question. Quand je vous entends avec votre liste, où vous disiez il faut faire de l'environnement, il faut faire de l'IA, etc., et à un moment, on aimerait bien faire du management, nous-mêmes, en droit, on aimerait bien se dire, à un moment, on aimerait bien faire du droit, parce qu'on nous bouffe des heures à droite et à gauche, et on n'arrive plus à faire du droit. Vous avez évoqué que l'entrepreneuriat, c'était pareil, c'est né à une certaine période, dans l'université, 2007-2008, avec l'auto-entrepreneur, et alors on s'est dit, il faut faire des cours à l'entrepreneuriat à l'université. Donc j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat à l'université, ça pose le même type aussi de difficultés que l'écologie ou l'IA à l'université. C'est juste une question de priorité. Il y en a qui considèrent que l'entrepreneuriat, c'est essentiel, mais il y en a d'autres qui considèrent que l'écologie, c'est plus essentiel encore, puisque c'est existentiel par rapport à l'entrepreneuriat. Et à la fin, on peut se dire, est-ce qu'on ne laisserait pas l'université, discipline par discipline, faire ce qu'elle sait bien faire, sachant que, et ça a toujours été comme ça, que des esprits bien construits sur les hard skills ou sur les connaissances, derrière, en réalité, sont capables, par nos professionnels, de s'adapter à toute entreprise et de comprendre et de gérer. Voilà. Sauf que, et c'est une chose dont on n'a pas parlé, sauf que on a 85% de réussite au bac, qu'on a une massification considérable de l'enseignement supérieur, et que qu'avec les systèmes Parcoursup, on a des filières sélectives qui sont prises par des bons éléments, les BTS notamment, des filières courtes, et que se retrouvent, et ça c'est documenté par certains sociologues, que se retrouvent sur les bancs de l'université des étudiants qui arrivent là par défaut, parce que Parcoursup ne leur a pas permis d'obtenir les choix qu'ils avaient pu faire, et à qui on va demander de suivre un enseignement théorique pour lequel ils n'ont pas la capacité de suivre, dans une discipline qu'ils ne voulaient pas dans leur premier choix, et après on va s'émouvoir de l'échec en licence. C'est normal. Non, Parcoursup ne règle pas le problème de l'échec en licence. Vas-y, on n'avait pas le droit de répéter. C'est raisonnable. Mais oui, bien sûr. Eric, c'est raisonnable ou pas? Non, le point qui m'interpelle, je suis évidemment d'accord avec tout ce que tu as dit, ce que tu as présenté. Ce qui m'interpelle, j'ai envie de dire, c'est le paradigme. C'est-à-dire le paradigme Sarkozy, etc., il était connu, il était écrit fin des années 90 par Italie. Tu l'as évoqué, le LMD, c'était globalisation heureuse, la fuite en avant internationale, et ça se traduit par Saclay, et ça se traduit par PSL, et on se fout des diversités culturelles. Tout ça doit rentrer dans la faculté Jean Monnet. Un nom tout à fait anodin quand même, Jean Monnet. C'était une américanisation du système à la française. Et on a rencontré toutes les résistances qui étaient absolument évidentes. Pas qu'américanisation, j'étais en Chine, j'étais au Vietnam, j'étais en Inde, cette idée que tout est dans l'université quand même, et qui est aussi, européen, qui est aussi dans ce mouvement-là. Vraiment européen. Et en fait, ce qui est fascinant dans tout ce que tu décris là maintenant, comment attends-tu d'imaginer de donner le pouvoir, dans le cadre du mot sur l'autonomie des universités, le président de l'université, Une seule personne qui n'a absolument jamais touché de près ou de loin une activité de dirigeance, tu vois, pas même de gouvernance, de dirigeance de quoi que ce soit, c'est-à-dire un ancien patron du labo, au hasard en sciences, ou je ne sais quoi. Je veux dire, tu donnes un revolver à un gamin de 7 ans, quoi. Voilà. Non, mais il fait. De gouvernance, machin. Et derrière, tu l'as évoqué, Marc-Olivier, une absence totale de
beaucoup de sanctions. C'est-à-dire aucune conséquence des actes qui sont posés. Je suis plus là, je suis plus truc. Ma seule idée, c'est où je vais me recaser après, comment je vais essayer de grimper dans le truc, soit devenir recteur, soit devenir ce que tu veux. Mais en gros, c'est un point de passage. Et au milieu, tu gères comme tu peux. Tu te démerdes comme tu peux du truc. Je trouve que c'est fascinant, parce que je juste un deuxième volet de ma question. Parce que ça nous amène aujourd'hui, je suis désolé, mais Somewhere Anywhere, ça nous amène à Trump, ça nous amène à tout le contexte politique français qu'on connaît tous aujourd'hui, ça nous repose la question de la souveraineté, ça nous passe tout ça derrière. Je trouve qu'il y a vraiment tout ça derrière. Donc la question que j'ai envie de poser, c'est très peu évoquer la question, cette idée du changement de contexte. C'est-à-dire là, il y a une parenthèse qui se ferme. Pas non plus avec des gamins, etc. Derrière le projet Saclay, il y avait un projet Bouygues, il y avait un projet d'aménagement du territoire, il suffit d'aller sur le plateau et on voit très bien le bâtiment Bouygues de Centrale, etc. Il y avait un projet, c'est-à-dire Sarkozy, c'était un vrai projet. Il y avait vraiment un projet, c'était un projet économique qui s'est traduit par la vision entrepreneuriale, l'entrepreneuriat partout, etc. Je veux dire, tout ça, quand même, aujourd'hui, pris à revers complètement. Partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'ai envie de dire, cette parenthèse-là se ferme. J'ai très souvent discuté avec Ramanansou, qui a géré la transformation de l'HEC, qui a réussi pour le coup la transformation de l'HEC et qui en même temps sait à quel prix il a réussi la transformation de l'HEC. C'est toutes les tensions psychologiques internes de Ramanansou, qui disait, c'est intéressant, ça a été évoqué, je ne comprends pas que les professeurs des universités ne soient pas davantage battus pour le titre, la reconnaissance du titre, et accepter de se faire qualifier d'enseignant-chercheur. Ce qui était l'objectif de toutes les écoles. L'enseignement d'un côté, la recherche de l'autre. Tu ne publies pas, tu es un prof à mi-temps. Tout ce truc-là. Et il disait ça de manière très inquiète, parce qu'il disait ce que vous ne voyez pas. C'est qu'en fait, le débat n'est même plus les universités et les écoles, c'est effectivement les universités d'entreprise. C'est-à-dire, quand on a les patrons d'entreprise qui se pointent, et quand même, comme Fontanet, on connaît bien la neige, etc., dit les profs associés à HEC. Premier truc qu'il fait en intégration à HEC, c'est Fontanet, ancien président des Sileurs, donc ça fait, etc., c'est vos profs. Vous n'avez rien à apprendre ici. C'est la connerie, tout ce qu'on vous apprend ici. Le seul truc qui nous intéresse, c'est que vous avez passé un concours difficile. Vous avez montré que vous êtes capable de résister en situation difficile. Le reste, on s'en occupera après. Voilà. C'est l'entreprise qui s'occupera de tout ça. C'est l'entreprise qui s'occupera de... Et en fait, vous êtes, en gros, vous avez passé un temps sympa à la fac, vous avez passé un temps sympa. Je ne dis pas que c'est la même chose en droit, je ne dis pas que c'est la même chose en médecine, mais nous, dans notre domaine, c'est ça le cœur du discours, qui se traduit par des effets très concrets, qui est le vrai problème français, c'est le sous-financement de la recherche par le privé. C'est-à-dire que si on se galère aussi comme on se galère, tout ça, c'est pour se battre pour des subsides publics qui se tarissent de plus en plus et résultat des courses, on est quand même le pays où la recherche, l'effort de recherche, l'effort d'innovation, etc., par le privé le plus faible. On n'a pas convaincu la valeur de la recherche. On a une culture, etc., où être docteur, ça reste une tâche sur un CV. C'est-à-dire, être docteur, c'est que académique et qu'on n'a pas compris comment ça marche la vraie vie. Tu ne veux pas bosser, tu ne veux pas si, tu veux pas. Donc, toute cette évolution du schéma mental, elle est vraiment très, très, très profonde. Et je pense que dans les paradigmes antérieurs, il y avait, oui, le modèle éthique, c'est ce que tu as évoqué, c'est qui s'est traduit aussi par la montée des fonds, des écoles, etc. C'était la partie de l'université publique. Et moi, juste pour financer, je ne citerai aucun nom, mais j'ai entendu en 2020, quand on a fait la bascule des masters de Saclay, quelqu'un, vice-président, qui est venu me voir en disant qu'il y a un problème avec la notion de master, lequel les étudiants trouvent trop vite du boulot et il y a des salaires trop élevés. Pourquoi c'est pas un problème? Et ce n'est pas cohérent avec les axes stratégiques de Paris-Saclay. Parce que Paris-Saclay, c'est les sciences exactes, c'est la physique, c'est les maths, etc. Et donc, on désincite les étudiants à choisir des formations de maths, de physique, etc., puisqu'ils viennent chez eux. Donc le truc se renverse complètement,
au nom justement d'un machin. Et je pense qu'elle était de bonne foi quand elle a dit ça. Elle était convaincue en tout cas. Elle a conclu de manière terrible en disant étant donné les salaires qui touchent à la sortie de la vitesse à laquelle ils trouvent un emploi, en fait, ils n'ont pas la place à Paris-Saclay. Il y a des écoles pour ça. Ils peuvent très bien financer leur formation, souscrire un crédit et puis ils rembourseront les premières années. Il a dit tel quel. Tel quel. Donc, je veux dire, on est dans un tu vois, t'as à la fois une alliance des contraires totalement hallucinante, c'est-à-dire ceux qui veulent être premiers mondiaux, 10e mondiaux, etc., et qui te disent, mais en fait, tout ça, les sciences humaines, sociales, même le droit, les mathématiques, le français, les trucs, ça ne s'appelle pas. Donc, boum, en fait, ça a plus sa place et on veut être le top. Et puis, de l'autre côté, vous voyez, des petits arrangements de machin, de trucs, enfin, c'est. Et tout ça étant pris totalement à revers aujourd'hui. Ce paradigme-là, totalement pris à revers aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on disait que c'est la sanction du marché qui va. Moi, je pense qu'on peut avoir une sanction du marché, ça va s'appeler le FMI. À un moment, on va dire à la France, désolé, étant donné les Grèce, étant donné les déficits, étant donné le truc, le machin. Alors, la nouvelle Grèce, c'est quoi? C'est réduction de 20% des salaires des fonctionnaires, c'est en Grèce, par un poste de maître de compte ouvert pendant 6 ans. C'est etc. Et on n'est pas loin. Personne n'a lu sérieusement un président ne devrait pas dire ça. Mais Hollande il me disait un président ne devrait pas dire ça. J'ai évité une troïka à la France. Donc, je veux dire, tous ces débats-là, j'ai l'impression qu'on les prend par les petits bouts de la lorgnette. Et en fait, il y a une big picture quand même à reconstruire et à dire maintenant, on est gestionnaire, on est dans le service public, on est à l'université, on est juriste, on est économiste, on est sociologue, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ce nouveau contexte? Parce qu'en plus, on se prend un truc en plein feu, ça fait bien. C'est juste ça. Dire que le diagnostic, il me paraît vraiment, si tu veux, on peut le faire de manière ample, ce diagnostic, et de dire, là, ça nous amène, on y est dans le mur. Et il est dur, le mur. Il est dur. Chaque fois qu'on y va sur le nombre d'heures, la place du nombre d'heures, on maquette, on passe notre temps à réduire nos volumes horaires, machin. Effectivement, alors il faut en plus utiliser de l'engagement, en plus utiliser du développement durable, en plus utiliser du truc, en plus utiliser du machin. Alors après, entre copains, on s'entend, on construit des offres de master avec les mines, avec le SCP, avec machin, parce qu'on connaît les gens bien dans la discipline et comment on veut les former, ou avec les de Paris, voilà. Mais quelque part, je pense qu'il faut reprendre notre destin en main au niveau, pour le coup, des disciplines, c'est des cultures de discipline, et des composantes. Parce que si on attend que ça vienne de là-haut, vu de là-haut, c'est ça le discours que j'ai entendu. Vu de là-haut, c'est vous n'avez pas votre place à l'université de discipline. C'est ça que j'ai entendu. Moi, je juste sur le deux points, très rapide, je ne vais pas réagir sur tout, mais. Il est tard. Non, mais aussi, on sait ce que ça a donné. Ça a donné, ce que j'indique, c'est une centralisation, parce que des gens qui ne sont pas très bons, qui ont un peu peur, qui ne savent pas trop, centralisation, et assez naturellement, même si on n'est pas un expert de gestion, la centralisation est sans doute le meilleur moyen d'essayer de limiter le risque de laisser trop d'autonomie à des composantes ou à des écoles internes, etc. Donc, centralisation. Centralisation favorisée, parce que c'est le seul qu'on n'a pas parlé, par le corps administratif, par les directions générales de services, que ça arrange d'avoir quelque chose de centralisé, donc une alliance de la structure politique et de la structure administrative pour tout centraliser, considérant que c'est le meilleur modèle pour eux en termes de, je pense, réduction de risque par rapport à leurs fonctions, parce qu'ils sont quand même responsables malgré tout, etc. Donc voilà, donc ça c'est le constat. Si on était sûr que la centralisation était le meilleur mode d'organisation pour l'innovation, l'agilité, enfin bon, tout un tas de choses, ça serait. Bon, bref, donc du coup, ça tue toutes les initiatives, etc. Donc là où il n'y a pas de concurrence comme une fac de maths, pas grave. Que ce soit pas super fonctionnant, mais il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de marché, quoi, finalement. Il n'y a pas de marché. Ça c'est juste la réaction sur. Donc oui, je pense que je suis d'accord, c'est un échec sur tout ce qui a été tenté de faire depuis 2007-2008. C'est un échec définitif, où on n'a pas su, où des organisations un peu malignes, comme je disais, ont su s'imposer dans ce dispositif-là. Ça a été une remise une couche avec Fioraso, hein, dans un deuxième temps. Tout le monde le disait. Voilà, donc voilà, voilà, moi j'étais au CNU à ce moment-là, où on commençait à sortir les évaluations. J'ai dit, mais attendez, vous n'y pensez juste pas. Et on me disait, mais comment vous êtes en gestion, vous devriez. Mais non, justement, c'est pas en gestion,
la pire des conneries que vous êtes en train de faire. Donc, vous avez réussi à stopper la baisse de l'influence du CNU, mais bon, ça a été fait après. De toute façon, c'était inéluctable. Donc, on a un enchaînement de mesures. Je ne suis pas sûr qu'elles soient si articulées que ça. Moi, je pense que chacun y est allé de sa mesure. C'est au niveau. Oui, des grandes mesures. Hein. Enfin, je veux dire, la loi de Pécresse, la loi Fioraso, la loi OR, Parcoursup, Trouver mon master. Tout ça, ça a été des bouts à bout qui ont construit un dispositif qui est aujourd'hui défaillant. Il est défaillant sur l'équilibre financier, son équilibre financier. Il est défaillant dans la gouvernance. Si vous interrogez les gens, moi, j'étais complètement stressé avec Trouver mon master. Tous mes chefs de programme complètement stressés sur Trouver mon master en alternance, où on ne pouvait pas valider les contrats, alors que les gens vous disaient, bon, mais écoutez, vous ne me répondez pas, je vais à l'école d'en face, alors qu'ils étaient sélectionnés chez nous. En fait, ça a mis une tension dans le système, contre-fou de la tension RH dans le système, etc. Ben, on fait avec. Si finalement on s'en sort, ben oui, mais attendez, moi je vais gérer pendant 3-4 semaines, des gens qui m'appelaient en disant, on va se planter, on va avoir 4 étudiants, voilà, 4 étudiants, enfin, ça a mis une tension générale dans le système qui était très forte. On va voir, parce que c'est la 3e fois qu'on change le système, trouver au master, etc. Franchement, je veux dire, je me suis fait incendier en disant que la gouvernance était catastrophique. Je ne sais pas comment le qualifier autrement. C'est catastrophique aujourd'hui parce qu'on est au bout de X couches d'accumulation, de dispositifs qui ont mis parfois du temps à démarrer. Et aujourd'hui, c'est un désastre. Voilà, c'est un désastre. Alors après, si on sait faire des additions, on commence à clé, on va se retrouver bien classé, etc. Et d'ailleurs, il y avait d'autres façons de faire. Il n'y a pas besoin d'avoir de la gouvernance. On peut même avoir l'absence de président pendant des mois sans que ça obère un classement. C'est ça qu'il faut s'interroger. Bon, c'est très illustratif. Vous pouvez être classé top 15 ou top 20 sans président. Quelle organisation peut être classée dans le top 20 mondial alors qu'il n'a pas de gouvernance? La sanction viendra peut-être dans un an ou deux. Alors qu'il n'a pas de gouvernance. Ça, c'est extraordinaire. C'est un truc qui n'arrive jamais, quoi. C'est un petit mot quand même d'espoir, si je peux me permettre. Le mot de la conclusion. Comme ça. Il y a une réalité, c'est que la France n'avait pas d'université. Elle n'en a jamais eu. Vous avez fait un petit rappel rapide de l'histoire. On l'a déjà évoqué. L'idée de l'université n'existe pas en France. Elle n'a jamais existé. On a toujours fonctionné sur un modèle facultaire. Les universités de l'Ancien Régime sont des universités qui ont été phagocytées par la noblesse désargentée, etc., etc. La bourgeoisie a poussé vers les écoles. Vous n'en avez pas parlé tout à l'heure. Mais au niveau sociologique, c'est quand même ça qui conduit à la révolution, à la fermeture des universités. Et c'est pas, cette fermeture, elle est anecdotique en réalité, mais elle est très symbolique. On en fait un grand symbole, mais voilà. On n'a jamais eu d'université en France. On a eu des écoles, on a eu des facultés, et notamment des grandes facultés dans des domaines dans lesquels les écoles ne fonctionnaient pas et qui remplaçaient les écoles. C'est le droit, c'est la médecine, à la rigueur, la gestion, et encore, parce qu'on était dans des modèles où la gestion n'existait pas forcément dans ce sens, et elle se rapprochait davantage des sciences politiques, de ces questions-là. Et on est resté dans ce modèle. On a eu des grands enjeux nationaux, on a créé des ONR, donc on est resté dans ce schéma, sans université. En revanche, à l'étranger, on a des vrais modèles universitaires. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ce sont des vrais modèles universitaires, avec cette idée dont tu as parlé de Ramon-Sa lorsqu'il dit on se bat pas pour être enseignant-chercheur. La phrase est totalement antinomique pour un chercheur allemand et même américain. Donc on est dans un schéma où on a voulu créer une université dans les années 90 parce qu'il y a eu un mouvement, on l'a déjà évoqué, hein, mais un mouvement qui était international, pas seulement européen, je pense, international, d'imposer un modèle très globalisant, ça c'est vrai, d'université. Et la France a essayé de le faire, tant bien que mal, sans tenir compte effectivement de sa culture, de ce qui existe, j'ai envie de dire ça comme ça, de la topographie, vraiment, qui existe au niveau de l'enseignement supérieur français. Et on a plaqué un truc sans tenir compte de ce qui existait.
Moi, j'ai un mot d'espoir quand même sur ça, parce que, au fond, si on a un président intelligent qui rentre pas dans les schémas clientélistes que vous avez décrits par rapport aux syndicats, mais qui se lit juste, moi, j'analyse l'existant que j'ai et je constate que, je prends l'exemple de Paris-Saclay, hein, le projet de Paris-Saclay, c'était FSO, cœur de réacteur. Créer un cœur de réacteur SHS. On a ces deux éléments-là. Et à partir de là, on agrège tout le reste. Les écoles qui gardent leur autonomie, c'est très bien. Mais il faut donner, dans ce cas-là, son autonomie aux différents éléments qui composent l'ancienne Paris-Sud. Et cette autonomie, avant, elle existait. On l'a supprimée. On la redonne. La subsidiarité. C'est très facile de rendre du pouvoir à des doyens. Je veux dire, on est là tous les jours. On est obligé de s'adresser à la DRH à Saclay qui a plus de 20 minutes à vol de pigeon. Enfin, on marche sur la tête sur ces schémas-là. Redonner un petit peu d'autonomie, ça passe pas par des lois. On n'a pas besoin que le cadre universitaire... Enfin, on peut avoir un président responsable. Mais simplement, il y a des délégations à faire. C'est tout. Il y a des compétences que le président a. Il faut qu'il admette que ce sont des autres personnes qui prennent les décisions à sa place, même s'il a un pouvoir hiérarchique ensuite sur les décisions qui sont prises. C'est pas du tout la logique qui existe. Et c'est tellement problématique qu'on se retrouve avec des petits États dans l'État, avec des services qui marchent parce que le président peut pas tout faire et qui marchent en complète autonomie. Ils se rendent même pas compte qu'ils agissent au nom de ce président. Et lorsque le président vient les voir en disant excusez-moi, là, vous avez fait n'importe quoi. Ils se rendent même pas compte, parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Parce que... Mais je pense que ça existe, hein, l'ordonnateur secondaire. Et voilà. Il existe dans les textes, sauf qu'il n'est jamais appliqué. Les 713.9, les écoles internes, voilà. Ça existe, sauf que c'est appliqué à minima ou pas appliqué, et personne ne dit rien. En fait, je pense que tout le cadre existe. Tout le cadre existe. On n'a pas besoin de loi, je suis d'accord, etc. Sauf qu'il faut que ce soit appliqué. Il faut juste que à l'intérieur, un président ait le courage, parce que pour moi, c'est que du courage politique, de se dire, je fais confiance à mes doyens, je fais confiance à mes directeurs d'école, je fais confiance à mes directeurs d'IUT, je suis pas dans un schéma où je contrôle tout et ce sont des simples exécutants. Il y a une politique générale, il y a une stratégie politique, enfin, il y a une stratégie scientifique, une stratégie en termes d'enseignement, etc., etc. Il y a des décrets à appliquer, il y a des lois à appliquer, et pour le reste, subsidiarité. Et le jour où on aura réussi à faire ça, y compris sur la formation, on aura une bouffée d'oxygène, on aura soulevé un couvercle, et je pense qu'on se portera beaucoup mieux. Et ça se passera exactement comme ça se passe dans d'autres universités outre-Atlantique. Parce qu'à l'heure actuelle, ça se passe pas du tout comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Et dans le schéma institutionnel qu'on est en train d'emprunter, on n'est pas du tout dans cette souplesse et dans cette subsidiarité qu'on devrait redonner. La bonne décision au bon échelon, avec les bonnes personnes et au bon endroit. Y compris en formation. Bon, bah écoutez, merci. Merci en tout cas pour merci à tous. ces propos, parce que discussion.